Bonjour, vous regardez 2 Gouttes de Culture, la web chronique mensuelle de culture générale. Hey, moustique. On va parler des insectes aujourd'hui, surtout ceux que l'on trouve de par chez nous. Mais d'abord, quelques généralités. Les insectes font partie de l'embranchement des arthropodes qui ont la particularité d'avoir des appendices segmentés appelés métamères et un squelette externe composé généralement de chitine. Du sous-embranchement des hexapodes qui ont la particularité d'avoir 6 pattes. Donc déjà là, on se rend compte que les araignées ne sont pas des insectes puisqu'elles possèdent 8 pattes et les cloportes et les mille-pattes non plus ne sont pas des insectes. Et pour finir, la classe Insecta, c'est-à-dire les insectes, qui ont la particularité d'avoir un corps composé de 3 métamères, 4 ailes et 2 antennes. Mais voyons plus en détail l'anatomie d'un insecte. Comme je l'ai dit, il est composé de 3 métamères, la tête, le thorax et l'abdomen. Au niveau de la tête, on trouve 2 antennes qui servent pour les sens, l'odorat, le toucher ou bien le goût. 2 yeux à facettes composés de plusieurs centaines de capteurs de lumière appelés omatidie. Chez certains insectes, on trouve aussi des ocelles. Ce sont des yeux simples qui permettent de détecter les variations de luminosité. L'abeille, par exemple, en possède 3. Au niveau du thorax, on trouve les 3 paires de pattes, les 2 paires d'ailes qui sont quelquefois peu développées voire absentes. Par exemple, chez la mouche, la 2e paire d'ailes est atrophiée. Puis à l'arrière, il y a l'abdomen. La respiration est possible grâce à des stigmates qui sont répartis sur le thorax et l'abdomen et qui apportent directement l'oxygène au tissu de l'animal. L'insecte n'a donc pas de poumons. Au niveau interne, on trouve un petit cerveau composé de quelques milliers de neurones auquel est reliée une chaîne ganglionnaire ventrale. Le système digestif est composé d'un pharynx prolongé par un œsophage, puis un jabot où le bol alimentaire séjourne avant de passer par un estomac, puis par les intestins au niveau desquels on retrouve les tubes de Malpighi qui vont filtrer les déchets et les minéraux en excès et les excréter par l'anus. Une glande salivaire se situe dans le thorax. Concernant l'appareil reproducteur, il est assez semblable au nôtre avec des ovaires et un vagin pour les femelles et des testicules internes et un pénis pour les mâles. Les insectes ne possèdent pas de sang mais de l'hémolymphe dont le rôle est analogue. L'hémolymphe contient de l'hémocyanine, une protéine composée de 2 atomes de cuivre donnant cette couleur verdâtre au liquide. Le système circulatoire est très simple, il s'agit d'une simple artère dorsale qui pompe l'hémolymphe vers la tête. C'est un système ouvert dont l'orifice terminal s'appelle l'ostiole. Pour assurer les mouvements, l'insecte est doté de quelques centaines de muscles qui se trouvent principalement dans le thorax. Et voilà! Et bah quoi? T'as mal à la tête? On n'a même pas encore commencé? Rentrons dans le vif du sujet. On va voir les insectes de nos régions en les classant par ordre. Dans l'ordre des diptères, on trouve ce que l'on appelle communément les mouches, comme la célèbre mouche domestique, Musca domestica, qui a la fâcheuse tendance à toujours vouloir s'inviter dans nos maisons. Chaque femelle peut pondre environ 500 œufs. L'œuf est clos environ 1 jour après la ponte. En sort alors une larve blanche qu'on appelle asticot. La mouche va rester à l'état de larve pendant environ 10 jours, au cours desquels il va muer 3 fois. Puis il va passer au stade nymphal pour former ce qu'on appelle une pupe. Dans cet état, la mouche ne se nourrit pas et subit une métamorphose importante. La pupe subsiste environ 5 jours. Puis enfin sort l'imago, c'est-à-dire le stade final du développement de l'insecte. Dans ce cas, il s'agit de la mouche adulte qui va vivre encore pendant 1 semaine. Ainsi, la durée de vie moyenne d'une mouche est de 20 jours. Dans l'ordre des diptères, on trouve aussi les tans qui mesurent de 1 à 3 cm de long. Les mâles ne consomment que le nectar des plantes, mais les femelles boivent du sang de mammifères qu'elles mordent pour pouvoir pondre leurs œufs. On utilise le mot hématophage pour qualifier les animaux qui se nourrissent de sang. La morsure est par ailleurs très douloureuse, il paraît. Les moustiques font partie de la famille des culicidés. Comme chez le taon, c'est uniquement la femelle qui est hématophage pour pouvoir assurer la ponte. Non pas en mordant sa victime, mais en la piquant grâce à sa trompe. Pendant la piqûre, le moustique injecte de la salive anticoagulante, ce qui provoque chez l'homme une réaction allergique inflammatoire responsable de la démangeaison. Les mâles ne sortent que rarement, ils restent généralement au repos dans des lieux abrités. De nombreux classements indiquent que le moustique est l'animal le plus dangereux pour l'homme, en raison de sa capacité à transmettre des maladies. Il existe une famille de diptères qui ressemble beaucoup aux moustiques. Ce sont les tipules, qu'on appelle aussi cousins dans le langage courant. Elles ressemblent à de grands moustiques de plus d'1 centimètre d'envergure, mais elles ne sont pas hématophages. Elles ne piquent jamais. Les moucherons regroupent plusieurs espèces de diptères différents, qui ont pour particularité d'être de petite taille. Ils sont attirés par la chaleur et l'humidité. C'est pour cette raison qu'ils tournent beaucoup autour de nous lorsqu'on est en balade. Parmi les diptères, on retrouve aussi les cirfes, qui ressemblent beaucoup à des guêpes mais sont totalement inoffensifs. Les cirfes maîtrisent parfaitement le vol stationnaire et se déplacent très vite.
Passons à l'ordre des hyménoptères. On y retrouve par exemple les abeilles, qui regroupent plusieurs milliers d'espèces différentes dont la majorité ne produisent pas de miel. En Europe, l'espèce la plus connue est Apis mellifera. L'abeille se nourrit principalement de nectar transformé en miel. Néanmoins, pour défendre sa ruche, elle est capable de piquer son agresseur avec son dard en lui injectant un venin. Mais cette piqûre est systématiquement fatale à l'abeille, car le dard reste ancré dans la peau de sa victime et pour s'en séparer, l'abeille arrache une partie de son abdomen. La guêpe se différencie de l'abeille par le net resserrement entre l'abdomen et le thorax, et son corps est moins poilu. Contrairement à l'abeille, la guêpe garde son dard après la piqûre et reste ainsi en vie. Dans l'ordre des hyménoptères, on trouve aussi les fourmis. Les mâles et les reines sont dotés d'ailes, mais les fourmis ouvrières, qui sont stériles, n'en possèdent pas. La fourmi peut se défendre en mordant son adversaire, et pour certaines espèces, en projetant de l'acide formique. Maintenant, voyons rapidement les coléoptères. On y retrouve par exemple les coccinelles, les chrysomèles, les scarabées, comme le fameux géotrupe du fumier, les capricornes, les carabes, les lucanes, les hannetons, ou bien encore les vers luisants, qui ne sont donc en fait pas des vers. Passons à l'ordre des orthoptères. On trouve notamment les grillons, les criquets qui ont des antennes courtes et les sauterelles qui ont des antennes qui dépassent la longueur de leur corps. Dans l'ordre des hémiptères, on retrouve les cigales, les pucerons, les punaises, les gendarmes qu'on appelle aussi pyrocores. On trouve aussi les guéridés appelés couramment patineurs ou araignées d'eau. Ils vivent et marchent sur la surface des eaux douces. Cette faculté est possible grâce à un important écartement entre les pattes munis à leurs extrémités de poils hydrophobes. Passons à l'ordre des odonates. Il s'agit tout simplement des libellules. Il en existe deux principaux types. Les anisoptères qui ont leurs ailes déployées au repos et un corps assez gros, et les zygoptères qu'on appelle aussi demoiselles qui replient leurs ailes au repos et qui ont un corps plus svelte. Dans l'ordre des dermaptères, on trouve notamment les forficules, qu'on appelle plus communément les perce-oreilles. Dans l'ordre des dictyoptères, on retrouve les blattes, qu'on appelle aussi cafards, les termites ou bien aussi les menthes, comme la célèbre menthe religieuse. Et pour finir plus en beauté, l'ordre des lépidoptères, c'est-à-dire les papillons. La belle dame, le vulcain, le macaon, l'argus bleu, l'aurore, la pierrite du chou, l'amaryllis. Les lépidoptères comprennent aussi les papillons de nuit, comme le gamma, la hulotte ou les mythes. Le mot du jour, c'est frondaison. La frondaison, c'est l'époque où les branches et les feuilles d'un arbre commencent à pousser. C'est un synonyme de feuillaison. Par extension, la frondaison peut aussi désigner le feuillage lui-même. On utilise souvent ce mot pour parler de frondaison tardive en raison de conditions climatiques défavorables. Je vous souhaite un agréable mois d'août et on se retrouve début septembre pour... Hé hé, je t'ai eu là. Hasta luego!